Raphaël Gatteo, qui est professeur en médecine bovine et gestion de la santé bovine au sein de l'UMR Bioépar, qui est porté par Oniris et INRAE. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, vous êtes membre d'un think tank sur la e-santé animale et vous avez notamment valorisé ces travaux, les travaux du think tank auprès du comité éthique du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, l'équivalent du Conseil de l'ordre pour les médecins. Et vous allez nous présenter en 15 minutes une forme de synthèse de cet avis et balayer les questions d'ordre éthique relatives au déploiement d'objets connectés dans les élevages. Tout à fait. On vous écoute. Très bien. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour votre gentille invitation pour être participant avec vous de cette journée de la chaire agrotique. Et donc, effectivement, il m'a été demandé d'aborder les questions éthiques liées aux objets connectés chez les animaux. Alors, du coup, comme vous l'avez dit en introduction, un contexte qui s'y prête actuellement, deux choses, nous en tout cas dans le domaine de la santé ou des animaux vétérinaires qui s'y prêtent plus particulièrement. Du fait de la première période de confinement, une expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires qui a été autorisée pour une période de 18 mois expérimentale à partir du 5 mai, qui nécessite pour le coup de disposer d'outils de télémédecine, j'y reviendrai durant ma présentation, qui sont robustes et efficaces, bien évidemment. Et puis le comité national de l'ordre des vétérinaires qui s'est doté d'un comité d'éthique, animal, environnement, santé, auquel d'ailleurs participent Isabelle Vessier et Luc Mounier, qui clôturera cette session, et qui a rédigé, sur la base d'un rapport qu'on avait produit effectivement avec les collègues du think tank, un avis sur les objets connectés en santé animale. Alors du coup, je vous propose 3 temps dans la présentation. Un premier qui va être relatif aux questions éthiques qu'on peut se poser du fait des objets connectés eux-mêmes. Un deuxième qui serait plutôt relatif aux questions éthiques en lien avec l'impact potentiel des IoT sur la relation homme-animal. Donc par IoT, j'entends l'Internet des objets, l'Internet of Things, donc les objets connectés. Et puis une troisième partie qui traitera plutôt des questions éthiques liées à l'utilisation des données et notamment à leur partage. Alors, si on commence d'abord sur les objets connectés eux-mêmes, est-ce que ça soulève des questions éthiques? Alors, probablement. Donc là, je vous ai juste repris très rapidement le panorama des différents outils connectés. Alors moi, l'espèce que je connais le mieux, c'est les bovins, mais on pourrait exactement avoir les mêmes iconographies sur les autres animaux d'élevage et également sur les animaux de compagnie. Aujourd'hui, c'est un marché en essor considérable. Du coup, si vous regardez l'ensemble des outils, vous voyez d'ores et déjà, comme vous l'avez bien vu ce matin, dans l'ensemble des présentations, il n'y a pas grande partie, on va dire, de la vache qu'on ne peut pas équiper aujourd'hui, que ce soit en invasif ou à l'extérieur de l'animal. Et finalement, quand on essaye de résumer le pourquoi on équipe les animaux, ça nous amène d'ores et déjà à se poser des questions éthiques, j'allais dire, sur la raison de cet équipement. Et donc, volontairement, vous verrez que dans les iconographies, j'ai pris des exemples également en dehors des animaux d'élevage parce que je pense que ça permet parfois d'ouvrir le prisme un peu plus grand. Donc, la première indication, si on voulait résumer, ça serait celle de la surveillance et ou de la distraction. Donc, pour ce qui nous intéresse, nous, dans les animaux d'élevage, d'ailleurs, on en sort. Hein, c'est principalement l'observation, les vidéosurveillances, les caméras, etc. On peut se poser la question de façon générale, finalement, et ça facilite le travail des personnes probablement. Est-ce que c'est dans le sens du bien-être des animaux tant qu'il n'y a pas de distanciation sûrement? Et du coup, je vous ai mis volontairement des images qui sont plutôt de certains outils connectés à destination des animaux de compagnie. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le chien ou sur le chat, avec des dispositifs qui permettent à distance de surveiller son animal et le cas échéant de déclencher des séquences de jeu avec le petit laser comme vous le voyez ici, ou alors ici avec le petit IoT bleu, quelque chose qui lui enverra une croquette. Donc, il faut quand même toujours se poser la question, effectivement, quand on veut équiper, que ce soit l'animal ou en tout cas l'environnement de l'animal, toujours se poser la question du réel intérêt pour sa santé et son bien-être à lui, sans parler bien évidemment de l'intérêt pour le travail de l'éleveur, mais d'ores et déjà toujours replacer l'animal au centre. La deuxième indication, c'est celle de la localisation des GDS, donc des GPS, pardon. Donc j'ai bien apprécié l'intervention de Jean-Philippe Ménassol de l'Institut Agro, parce que du coup, concernant la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des virtual fences, donc des clôtures virtuelles, effectivement, ça pose la question de l'apprentissage des animaux, parce que comme c'était dit très justement, s'il n'y a pas d'apprentissage, il y a une décharge électrique, et c'est quelque chose qui est potentiellement discutable, notamment pour l'apprentissage des animaux. Il y a également des dispositifs de localisation qui ont vocation potentiellement à préserver les espèces en voie de disparition, mais là, bien évidemment, se pose toute la question de la sécurisation des données, en même temps d'un besoin de transparence. Les gens veulent de la traçabilité, comme c'est identifié ici sur le petit schéma là. Vous avez sans doute entendu parler de la blockchain, des premiers dispositifs de traçabilité qui existent, par exemple, sur une première initiative avec Carrefour et le poulet d'Auvergne. Donc,
finalement d'un côté une volonté de transparence, de l'autre une possibilité aussi de hacking de données qui n'est pas sans poser problème, sans parler de l'éthique de l'interopérabilité des logiciels, comme c'était exposé ce matin par Michel Marcon. Effectivement, on peut se poser la question, là, pas que pour la localisation, mais des objets en général, de leur addition comme un millefeuille, mais qui finalement complexifie la chose si l'interopérabilité n'est pas de mise. Et puis la dernière chose, là, c'est plus une ouverture, encore une fois, sur les animaux de compagnie, mais néanmoins, on peut se poser la question également dans le domaine des animaux d'élevage, c'est qu'en traçant l'animal, on trace également son propriétaire, en tout cas les gens qui sont en contact. Donc autant de questions qu'il faut bien évidemment avoir en tête, au moins s'interroger sur la sécurisation et le pourquoi de la collecte des données. Normalement, c'est une des conditions préalables, notamment pour l'éthique, en tout cas pour la gestion des données individuelles dans le cadre de la RGPD. On pourrait se poser la question d'une transposition pour les données issues des animaux. La troisième indication, c'est celle de l'évaluation et du pilotage de l'alimentation. Et donc là, deux situations. Celle d'une sécurisation, bien évidemment, s'assurer que l'animal est nourri comme il se doit, mais potentiellement aussi d'un risque de trop grande distanciation, de ne plus rien maîtriser. Il y a certains algorithmes dans les robots qui, selon le stade de production de l'animal, le prix des matières premières, la production laitière, le stade de lactation de l'animal, peut décider, sans forcément que l'éleveur en soit au courant, de modifier le plan d'alimentation de l'animal. Et c'est là aussi une question éthique. Et puis la dernière indication, qui est une de l'indication, j'allais dire, qui a occupé une grande partie de la journée des présentations, c'est celle de la mesure des paramètres biologiques ou comportementaux. Donc je trouve que les interventions, notamment de la première partie de matinée, ont permis de bien dresser l'ensemble des potentialités. Et comme vous l'avez vu, il y a des dispositifs plus ou moins performants et invasifs. Alors, ces outils, éventuellement, ils sont parfois non neutres pour l'animal. Effectivement, ils peuvent être invasifs. On a posé la question des bolus ce matin. Certains qui peuvent avoir un intérêt pour la santé ou le bien-être de l'animal, j'entends, qui peuvent être parfois discutables, voire inexistants. Et puis surtout, il n'y a aucun contrôle sur la nature et le type d'outils. Alors, on pourrait se poser la question, effectivement, des limites en termes d'appareillage des animaux, en termes de type. Est-ce qu'on autorise des outils à l'intérieur de l'animal, de son corps, j'entends, sur l'animal, donc à la surface de son corps, qui nécessite de, par exemple, transpercer, pour vous donner un ordre d'idée. En Hollande, par exemple, il est interdit de percer l'oreille des vaches plus d'une fois. Donc, une fois que l'identification à la naissance est faite, il est impossible réglementairement de venir, par exemple, poser une boucle auriculaire. Le nombre d'outils, leur nature, et on peut se poser la question de la nécessité ou non d'un avis de spécialistes de la santé ou du comportement des animaux pour juger de la pertinence et, le cas échéant, j'allais dire autoriser ou en tout cas penser qu'il était pertinent d'équiper les animaux. La question de la performance a été abordée ce matin. Alors, c'était une question, je crois, notamment de Clément Alain. On le verra juste après, mais on n'a pas vraiment de cadre législatif très clair sur ces outils connectés. On n'a pas de cadre réglementaire comme ça peut être le cas, par exemple, avec des produits pharmaceutiques ou même les dispositifs médicaux chez l'homme. Les outils connectés chez l'homme correspondent à la définition d'un dispositif médical, doivent être validés par l'Agence nationale de santé. Ce n'est pas le cas pour les outils connectés chez les bovins, enfin chez les animaux d'élevage en général. Et du coup, on va se retrouver avec deux situations potentiellement contradictoires. Une première, d'un outil qui va manquer de spécificité, comme le disait Michel ce matin. Quand un éleveur il a trop de fausses alertes positives à gérer, il y a deux situations. La première, et souvent c'est le cas au départ, il va faire confiance à l'outil. Et même si l'outil dit faux, il va mettre en place éventuellement une action, souvent des traitements, potentiellement des antibiotiques. Dans le contexte actuel, ce n'est pas tellement souhaitable. Ou à l'inverse, c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup. Au bout d'un temps, des alertes, des animaux examinés qui ne présentent finalement aucun trouble, une perte de confiance dans l'outil au risque de louper les quelques animaux qui mériteraient un traitement. Et puis à l'inverse, si on a des animaux malades non détectés, donc là un défaut de sensibilité, du coup on se retrouvera dans la même situation d'une absence de traitement ou d'un retard à la prise en charge, et dans les deux cas d'une atteinte au bien-être. Et là-dedans, il faut bien se rendre compte que les outils, on ne peut pas tout leur demander. Si on veut les performances d'outils qui détectent les vélages, les chaleurs, c'est extrêmement facile méthodologiquement de le mettre au point, puisque si une alerte est générée, on peut très bien aller voir l'animal, est-ce qu'il vèle, est-ce qu'il ne vèle pas. Pour les chaleurs, on peut confirmer par un œil éleveur, par des dosages dans le sang. Pour ce qui est de la santé, je dirais que ça, c'est d'ailleurs un vrai questionnement éthique, de savoir quelle est la place de ces outils dans le raisonnement clinique. Moi, ça m'intéresse en tant que vétérinaire, mais également l'ensemble des données produites pour peut-être reconsidérer ce qu'est un animal en bonne santé par rapport à un animal déviant. Et il y a bien un trade-off, une compétition entre la sensibilité et la spécificité, dans la mesure où l'un évolue souvent au détriment de l'autre. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on avait fait des travaux à l'école sur un collier qui enregistre activité et rumination. Et si on voulait avoir un taux de fausses alertes par jour pas trop important pour l'éleveur, qu'on avait calé à pas plus de 2 fausses alertes par jour pour un troupeau de 100 vaches, on détectait uniquement 20% des troubles de santé. Pour monter à 80% de sensibilité de détection des troubles de santé, on générait de l'ordre de 25 à 30 fausses alertes par jour, ce qui là devient complètement déraisonnable et impossible pour l'éleveur. Donc, Et on peut se Raphaël, poser effectivement.
Ouais, Oui, on pose la question aussi du coup de l'innocuité et du cadre réglementaire associé de ces objets complètement. connectés. Tout à fait. Donc, c'est exactement ce à quoi je voulais venir après. Il y a à la fois des problématiques sur l'innocuité de ces outils-là, à la fois pour l'animal, mais aussi pour l'environnement. Souvent, ces outils sont faits à partir de métaux rares. Ils ont également un coût énergétique. Les métaux rares, c'est notamment pour les batteries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une certaine mouvance pour peut-être passer des outils connectés sur l'animal à plutôt des outils à l'échelle du bâtiment, notamment à l'aide de la vidéo. Et puis des études d'innocuité qui souvent font défaut. On en parlait ce matin avec les bolus, mais là, je voulais juste partager avec vous les résultats d'une des rares études qui a étudié l'innocuité d'un outil, mais au départ, ce n'était pas pour étudier son innocuité, mais plutôt son efficacité. Et on se retrouve là avec ce dispositif-là qui s'appelle le EVIT Burst, qui est un système normalement qui se met à l'intérieur du vagin de l'animal de façon à capter les contractions juste avant le vélage, la mise bas. Et en fait, ils se sont rendus compte que les animaux équipés, ce que je vous mets en bas en rouge ici, avaient une proportion de dystocie, donc de vélage difficile, notoirement augmentée de près de 20% en plus par rapport aux animaux non équipés, du fait d'une réaction de l'animal suite à la pose de l'outil, d'une constriction de la vulve. Donc, effectivement, il y a vraiment un statut à définir, et ça sera ma dernière diapositive sur ces IoT, c'est qu'on a vraiment besoin, et d'ailleurs c'est une des recommandations du comité d'éthique du CNOV, d'un cadre réglementaire à la fois pour s'assurer des données d'efficacité, qu'elles soient techniques, économiques ou ergonomiques, mais également d'innocuité, qu'elles soient pour l'animal, pour l'environnement, donc une question un peu de sobriété. Après, la deuxième question éthique, c'est celle de l'impact sur la relation homme-animal. Alors là, je vous ai repris des copies d'écran qu'on a vues ce matin. Ici, c'est la société Allflex qui gentiment m'a donné ces copies d'écran, donc basées sur l'outil SenseHub qui permet d'identifier, donc là en l'occurrence sur un bovin, la rumination et l'activité. Je dirais que ces outils-là, finalement, on peut effectivement au niveau éthique se poser une question d'ailleurs qui a été posée ce matin, je crois dans le fil du chat, je la voyais, et si l'animal sort de la norme? En fait, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, je dirais, c'est redonner une identité, je pense que ça c'est quelque chose qui est très important potentiellement éthiquement, c'est redonner une identité propre à un individu dans un grand groupe quand finalement, je pense à l'éleveur qui a communiqué juste avant, quand on ouvre le T4C, voilà, ça nous donne une liste d'animaux qui méritent une attention plus particulière. Quelque part, j'allais dire, ça réindividualise des animaux dans un grand groupe. À l'inverse, on pourrait se dire effectivement, quand un animal sort de la norme, est-ce qu'on va le réformer? Est-ce que génétiquement, on veut vraiment des animaux extrêmement très standards ou au contraire, est-ce qu'on accepte de la divergence et de la variabilité? Et derrière ça se pose la question de l'éthique des algorithmes, hein, puisque aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, beaucoup des algorithmes sont réalisés uniquement par les fabricants d'outils. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire le livre d'Aurélie Jean qui s'appelle De l'autre côté de la machine et qui traite notamment du biais et des biais qu'il peut y avoir dans les algorithmes, notamment ne serait-ce que compte tenu de la diversité des personnes, basée par exemple sur le sexe, l'origine socio-professionnelle dans la constitution des algorithmes. Donc ça pose la question de l'éthique des algorithmes et de savoir pour qui est la valeur ajoutée, est-ce qu'elle est toujours pour l'homme ou un peu pour l'animal. Et puis ensuite, le risque de distanciation. Là, je vous ai repris un résultat d'étude en bas qui avait été mené par Catherine Dizonos, une collègue de l'AgroCampus Ouest, avec des collègues de NIRIS, notamment Nathalie Bareil, sur la façon finalement dont les éleveurs utilisaient les outils, là en l'occurrence des outils de détection de chaleur. Et donc, comme vous le voyez, sur une cinquantaine d'éleveurs qui avaient été contactés, interviewés. Il y en avait près d'une quarantaine qui, eux, considéraient que l'outil, ils ne l'utilisaient pas du tout en substitution complète, mais bien en complément. Donc, on pourrait dire effectivement que ce risque reste théorique. Par contre, vous voyez que dans d'autres espèces, la photo que je vous ai mis en haut, c'est une copie du téléphone et donc de l'interface que vous pouvez avoir pour une société qui commercialise des montres Fitbit connectées, hein, comme celle que j'ai ici, qui peuvent être donc l'outil préféré, on va dire aujourd'hui des bobos et des beaux gosses, c'est sûr, mais quand vous voyez ici les résultats de la journée, eh bien les résultats vont être exprimés de la même manière pour le chien et pour son propriétaire en termes de calories, de qualité du sommeil, d'activité, avec là un risque d'anthropomorphisme. Donc selon les interfaces, selon les données, voilà, toujours se poser la question de l'intérêt pour l'animal et pour l'homme, notamment dans un, j'allais dire, un concept aujourd'hui de plus en plus mis en avant, qui est celui du one welfare et donc de la volonté de faire converger l'intérêt de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Et avant de passer à la dernière partie sur les données, une importance vraiment très fondamentale qui aujourd'hui est souvent oubliée, c'est celle de la nécessité de former tous les utilisateurs aux IoT. Parfois, il y a des outils qui sont mis en place, et même les gens qui achètent aujourd'hui leurs propres outils pour eux, sans être forcément formés à l'ensemble des potentialités d'utilisation de ces outils-là. Et donc l'importance probablement d'intégrer de la co-construction et quelque chose de participatif, à la fois dans les parcours de santé au quotidien, bien évidemment, mais dans la construction des IoT. Et puis finalement, je terminerai par des questions éthiques qui sont relatives, il me semble, au statut des données et à leur partage. Alors ça, j'allais dire, c'est dans le monde parfait. Donc ça, c'est notamment un dessin qui a été fait et qui est souvent repris par Clément Alain, qui est sans doute là et que je salue au passage.
que j'ai Pose beaucoup de légèrement questions. adapté. Donc, du coup, si on se place dans le cadre classique du fonctionnement, des données qui sont captées, qui sont traitées, une information qui est envoyée à l'éleveur, brute ou une alerte, l'éleveur prenant une décision. Normalement, si on était dans un monde idéal, il devrait y avoir un feedback de l'éleveur vers la machine pour que l'éleveur d'ailleurs lui renvoie un feedback et qui est finalement un processus itératif d'apprentissage. Les données finalement de l'éleveur pourraient toujours dans un monde idéal être partagées avec tout le monde. On parlait du data hub tout à l'heure, d'une valorisation collective des données qui pourrait permettre du phénotypage très fin, on en a parlé ce matin, une surveillance syndromique de maladies. Et juste pour vous montrer l'impact que pourrait avoir vraiment la clé de l'open data, à mon avis, qui est vraiment une question éthique aujourd'hui, c'est juste prendre quelques secondes avec vous pour vous montrer une évolution de l'épidémie de FCO, donc la fièvre catarrhovine qui a touché la France en 2008, en sachant que la particularité de cette épidémie à l'époque, c'est qu'elle nous arrivait du nord de l'Europe et notamment de la Hollande et qu'on savait cliniquement à quoi elle allait ressembler. Donc j'allais dire qu'on était préparé et vous allez voir ici au fur et à mesure des semaines, donc là on est en 2008, 3 semaines après la première détection clinique, qui était facilitée encore une fois par le fait qu'on savait d'où ça venait et à quoi ça ressemblait. Et en fait, vous allez voir au bout d'un certain nombre de semaines un département apparaître en vert. Ce vert, c'est un département qu'on aurait détecté comme étant l'objet d'une situation sanitaire anormale, sans forcément mettre le nom sur la maladie, uniquement sur un filtre d'algorithme basé sur les durées de gestation, parce qu'on sait que cette maladie entraîne des raccourcissements des durées de gestation. Donc vous voyez ici 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, vous voyez l'épidémie qui s'étend à l'échelle du territoire, et notamment du nord de la France. 8 semaines après la détection du premier épisode clinique, auquel on était préparé, on aurait, si on ne l'avait pas été préparé, détecté une anomalie sur la base des durées de gestation, trop courtes, mais là encore, la clé, c'est vraiment celle de l'open data et de ce partage. Et puis la dernière chose dans un monde parfait, c'est que bien sûr, les données sont accessibles à tout le monde parce que c'est une attente du consommateur. Ça peut permettre probablement de réconcilier élevage et société et d'avoir une vision partagée et co-construite, notamment du bien-être animal. Alors en pratique, il y a de la fracture numérique, hein, ça je pense qu'on en a parlé ce matin, les cartes, et notamment en Bretagne de Michel Marcon ce matin étaient assez édifiantes, une très faible valorisation des données de santé, des systèmes qui sont très fermés, peu accessibles mais même peu transparents, peu de formation et peu de collaboration, que ce soit dans la co-construction des outils, mais également dans la mise en place de ces outils, un cadre clair sur la data, comme vous le disiez, qui manque un peu, mais je pense qu'on va en parler dans la fin de l'après-midi, et puis un accès aux données qui est potentiellement limité, et sur la question notamment du phénotypage fin, on peut se poser la question éthique parfois des éleveurs qui peuvent avoir le sentiment de payer 2 fois l'information, une première fois en s'équipant, une deuxième fois en devant repayer pour récolter les fruits des avancées permises par la production de données issues des animaux, de leurs animaux qui ont été équipés, et puis concernant également l'ensemble de cette traçabilité, de possibles distorsions de concurrence quand les règles sur l'accès à la donnée ou la nature même des données est différente. Donc au final, et je finirai par ça, ça pose la question plus globalement du partage de la valeur ajoutée et notamment de l'éthique des données. Alors juste à titre informatif, et ça sera ma conclusion, en fait, au niveau des données personnelles, il y a la réglementation de la RGPD, hein, donc, que vous savez sans doute tous vécu plus ou moins en recevant tout un tas de mails à chaque fois pour savoir si vous autorisiez ceci ou cela. Alors c'est sûr qu'il y a 2 principes qui me semblent fondamentaux et qui pourraient être transposés à l'éthique des données animales et non pas personnelles. C'est le principe de loyauté qu'on appliquera à tous les algorithmes, quand j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'intégrer dans ces algorithmes non seulement les impacts personnels, donc à l'échelle de l'animal, mais aussi collectifs. Hein, il faut vraiment qu'il soit loyal envers tous ses utilisateurs. Donc c'est bien l'intérêt, j'allais dire non pas de l'utilisateur, mais des utilisateurs qui doit primer. Et donc on peut se poser la question de qui est l'utilisateur. D'un principe de vigilance et de réflexivité aussi, c'est-à-dire que ça c'est vraiment quelque chose, je pense, éthiquement qui est très fort. C'est déjà y penser, le prévoir et l'anticiper, et organiser une forme de questionnement et de réflexivité très régulière sur notamment les algorithmes et les outils bien évidemment, mais une fois qu'ils sont en place, sur les algorithmes qui sont derrière. Et donc j'allais dire l'éthique, déjà l'anticiper, c'est déjà un grand pas. Et les questions qui se posent, à mon avis, sont celles de définir l'utilisateur. Est-ce que c'est l'éleveur? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que c'est le citoyen? Et on voit bien qu'en fonction de la donnée produite et de son objectif, l'utilisateur peut être très, très différent. Et donc, cette notion me semble très, très importante à débattre. Une deuxième, ça serait la personne, enfin, la question de ou des personnes qui seraient légitimes ou compétentes pour évaluer ou organiser ce questionnement éthique, cette réflexivité. Donc, on voit que certaines sociétés j'allais dire, s'adjoignent des créations de comités ad hoc, hein, de comités d'éthique. Le CNOV, c'est un exemple, c'est doté d'un comité d'éthique. Et puis des problèmes éthiques qui peuvent être aussi probablement très différents selon les animaux. J'ai essayé de vous illustrer ça par quelques exemples sur les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux d'élevage, et donc probablement un besoin de différencier les enjeux éthiques selon les animaux et les filières, et peut-être également en fonction des IoT. Donc je pense que pour ça, on pourrait s'inspirer de la liste des facteurs importants qui ont été déterminés pour les données personnelles
par le comité à haut niveau, ici celle du facteur humain et du contrôle humain, de la robustesse et de la sécurité, on en a parlé avec notamment le cadre réglementaire, le respect de la vie privée et de la gouvernance des données, donc ça pose la question de ce statut, de l'open data ou pas, ou en tout cas de la mutualisation, d'une transparence, bien évidemment, d'une diversité et de la non-discrimination, du bien-être sociétal et environnemental. Je pense que là encore, le concept de One Welfare est totalement en ligne avec ça, et de la responsabilisation des acteurs. Donc au final, IoT chez les animaux, opportunité ou menace, hein, c'est autant des outils potentiellement au service de l'homme et de l'animal que du simple divertissement, probablement moins en animaux d'élevage, mais toujours se poser la question. Ça ouvre une opportunité sans précédent d'une meilleure connaissance des animaux, de réviser les normes, de considérer toujours l'animal comme son propre témoin et non pas une norme standard pour tout le monde. Mais le risque aussi, c'est de les voir uniquement par le prisme des IoT. Isabelle Vessier le disait bien ce matin. L'opportunité de ressortir ou de valoriser l'individu dans la masse, hein, la lavage dans un grand troupeau, mais le risque à l'inverse de détecter et d'éliminer des divergents et de décréter la variabilité nécessaire, d'une plus grande responsabilisation des propriétaires d'animaux, quels qu'ils soient. À l'inverse, le risque alors d'un terme qui est cher à un de mes collègues qui s'appelle Grégory Santaner, qui est la tamagotchisation, hein, le fait effectivement de robotiser les animaux, en tout cas de les voir plus par le prisme des outils que comme des êtres sensibles. Et puis la clé de tout, bien évidemment, pour éviter les leviers d'inégalité, c'est la clé de l'open data. Je vous remercie de votre attention et puis je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Il y en a forcément. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette présentation et ce passage en revue hein, des questions éthiques, qu'elles soient liées à l'appareillage des animaux, à la convergence, divergence des intérêts homme-animal, qu'elles soient liées à l'utilisation de la donnée et à son statut. Et puis avec quelques pistes pour essayer de les prendre en charge, ces questions éthiques, parce que je crois comprendre en vous écoutant qu'elles ne sont pas encore toutes tranchées. Non, non, Et non, c'est complètement. peut-être de bien les qualifier. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour cette Merci. présentation.